bonsoir. On peut dire bonsoir à 16h30, vu qu'on va passer une soirée culte ensemble. Donc moi, c'est Anaïs d'Instant Science, donc de l'association Instant Science. Et derrière le paravent, il y a ma collègue Océane, voilà, qui gère un peu la technique dans l'ombre. Nous, on est une association en fait du côté de Montpellier et de Toulouse et on développe plein de projets en fait autour des sciences pour rendre accessibles les sciences à toutes et à tous. Et on a développé plein de projets, dont les soirées cultes. Donc les soirées cultes, en fait, ce sont des soirées pour décrypter films et séries et jeux vidéo du moment avec des scientifiques et autres experts, pas forcément que scientifiques. Et l'idée, c'est d'apprendre plein de choses voilà, à travers nos œuvres préférées. On a aussi développé tout un pan en fait sur les réseaux sociaux. Donc on a un compte Instant Culte. Je pense. Alors j'entends en même temps une petite musique. Je pense que c'est la musique du quiz qui va arriver à la fin. Océane, si tu peux juste enlever la musique du quiz. Désolée. Parce qu'il y a une petite musique entraînante derrière là. Mais donc je vais vous expliquer après le déroulé tout à l'heure. Voilà, le déroulé précis et il y aura donc du coup, petit spoiler, un quiz à la fin pour tester vos connaissances sur la saga Mad Max. Voilà, je pense que c'était ça. Merci Océane. Et donc par rapport aux soirées cultes, donc on les a déclinées sur les réseaux sociaux, donc c'est Instant Culte, n'hésitez pas à aller dessus. Aujourd'hui, on intervient donc dans le cadre de Recombinaison. L'idée à la base, c'était voilà, de faire une soirée culte sur la thématique des utopies. Et on s'est dit, pourquoi pas partir d'une œuvre qui n'est pas du tout une utopie, ou en tout cas peut-être un petit peu, mais voilà, de manière générale, c'est plutôt une œuvre post-apocalyptique qu'on peut qualifier de dystopique, et justement en faire une utopie, d'en discuter, et puis potentiellement voilà, d'en faire une utopie et de réfléchir toutes et tous ensemble. Donc l'idée, le petit déroulé de cette soirée culte ou fin d'après-midi culte. On va commencer par un petit jeu. Donc la galerie culte que je vais vous expliquer tout à l'heure, c'est pour rentrer donc, du coup dans la thématique, dans la saga de Mad Max. Ensuite, on va du coup échanger avec la philosophe Alice Karabédian et l'auteur Florian Soulas, particulièrement de Fury Road. Et on va on va enchaîner sur une session de créativité. Donc on va imaginer du coup une suite utopique à Mad Max Fury Road. Et on va finir par un quiz, on a entendu la petite musique tout à l'heure, sur la saga de manière générale et sur les coulisses. Alors, juste peut-être un petit sondage avant. Qui a vu les premiers Mad Max ? Bon, on a pas mal de fans. Et du coup, le dernier Mad Max ? Ok, bon, c'est bien. Donc, il va y avoir de la concurrence sur le quiz de fin et potentiellement sur le jeu qui va arriver. Donc, pour rentrer tranquillement sur voilà, la thématique de Mad Max, l'idée c'est, on a imaginé un jeu où en fait on a piqué les portables fictifs des personnages de Mad Max et on va afficher en fait leur galerie de téléphone et vous allez devoir deviner à quel personnage ça appartient. Voilà, donc en fait on a mis des photos ils ont inspiré les personnages et alors c'est assez simple, vous allez voir, vu que vous avez à peu près tous vu tous les films. Ça va être assez simple. Donc là, on va faire simple aussi, pas forcément avec une application. Donc ça va être à la main levée. Et vous, voilà, je désignerai qui a levé en premier la main. Bon, là, je pense que ça va être un peu compliqué, mais bon. Et vous allez dire du coup, ou tous ensemble, s'il y a plein de mains qui sont levées, le nom du personnage en question, donc qui est concerné par la galerie. Est-ce que c'est bon ? Oui. Allez, on va commencer par le premier. C'est vrai qu'on ne voit pas complètement, donc c'est bien, ça rajoute un peu de difficulté. Donc à quel personnage appartient cette galerie ? C'est dans tous. Hein. Oui ? T'as dit ?
Un des petits-enfants? Non. Dans Fury, dans le 3? Non. Oui? Alors, du coup... oui, c'est vrai. Il y a un petit spoil sur la fin. Est-ce que le fils de Max aurait un téléphone portable où il fait une photo de son dessin? Donc ce serait plutôt... Max, c'était tout simple. C'était tout simple. Océane, est-ce que tu peux revenir sur la galerie? Donc en fait, vous ne voyez pas en fait tout en haut. Mais tout en haut, c'est la carte d'un faux psy, où il y a des petites références en fait à Mad Max. Et voilà, c'était pour dire un petit peu aussi de... je pense qu'il a beaucoup à parler sur ses émotions sur un psy. Chez un psy, donc on se dit peut-être qu'il a la carte d'un psy. Le dessin d'enfance parce qu'il a des enfants. Et puis la dernière image, c'est l'image du coup, un peu spoil, de ce qui se passe pour sa famille. Donc là, c'est surtout sur le premier film. Donc je reconstruise pour peut-être ceux qui ont un peu oublié l'univers de Mad Max, mais on est dans le premier film sur un univers qui est en train de s'effondrer. Max, du coup, qui a une famille, qui est policier, etc. Et il y a des gangs qui prennent le contrôle des routes et ils vont notamment, tuer sa famille. Et c'est à partir de là qu'il va devenir un héros solitaire et qui va être hanté, du coup, par ce traumatisme. Donc voilà pour la première galerie. On va passer à la deuxième. On a fait des petites blagues. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont des idées de qui c'est? À qui appartient ce téléphone? C'est aussi dans les premiers. Qui peut être fan du Dr Shepard de Grey's Anatomy? Alors, ça dépend si vous l'avez vu en français et en anglais. Là, c'est la version française, du coup. C'est son côté chirurgien. Non? Il n'y a personne qui l'a? C'est dans le premier film. Oui. C'est ça. C'est du coup, c'est Toe Cutter, le chirurgien, et qui va du coup donner des allumettes à son acolyte pour foutre le feu à Jim Goose, le partenaire de Max. Et donc, on a mis donc les allumettes pour ça, Dr Shepard de Grey's Anatomy parce que on l'appelle le chirurgien, en tout cas dans la version française, et du coup le camion parce que à la fin il se fait percuter par un camion. Et donc voilà. Ensuite, on passe à la prochaine galerie. Je pense qu'on ne voit pas trop non plus. On pensait que ça allait être plus facile que ça, mais je pense que vous ne voyez pas trop. Oui? Ouais. Ah. Merci Océane. Oui, je ne sais plus son nom non plus, oui, qui élevait les cochons en bas. Non. Ouais, du coup, parce qu'on a mis des petites colorations blondes au-dessus. Donc ça pouvait donner l'indice d'entité ou de anti-entity si vous êtes en version anglaise. Et on a aussi Guillaume Tell avec une arbalète, parce qu'elle en a une aussi. Donc voilà, entité qui est dans le troisième opus et qui dirige une ville. Et bon, là, on est clairement, le monde s'est effondré, on est en post-apocalyptique, et donc elle comprend bien que les ressources, c'est un enjeu très important, et elle dirige une ville où ce sont les cochons qui fournissent l'énergie qui est nécessaire. On va passer à la prochaine. Si
si vous arrivez, je ne sais pas si vous arrivez à lire, la troisième, devenir papa pour les nuls. Il y a un truc à devenir papa pour les nuls. Oui ? Oui. C'est ça. Donc, Immortan Joe, donc on a mis une piscine parce que donc c'est dans Fury Road. Donc là, je crois d'après le réalisateur George Miller, il ne sait pas nous dire si c'est après le troisième en termes de temps, en fait, de timing. Il ne sait pas quand ça se passe dans l'histoire, mais en tout cas ailleurs. Sur un autre temps, et on a Immortan Joe qui du coup est un leader tyrannique qui gère du coup une ressource importante, donc l'eau, et qui veut absolument du coup avoir des enfants qui soient pas malades, etc., qui soient sains. Et donc c'est pour ça qu'on a mis devenir papa pour les nuls. C'est il a une méthode un peu particulière. Voilà. On va passer à la suite. Alors, du coup, tout en bas, il y a Immortan Joe et au-dessus, il y a écrit papa. Oui. Ouais, alors là on a mis du coup les War Boys de manière générale, mais oui, il y en a plusieurs du coup. Donc oui, c'est bien les War Boys parce que on a mis du chrome en fait, parce que du coup ils ont s'aspergent de chrome et ce sont les soldats du coup d'Immortan Joe. Et tout en haut, il y a une petite plaquette sur le cancer, parce que du coup, c'est des personnages qui sont malades, etc., et qui dépendent notamment par rapport à ça, à leur état de santé d'Immortan Joe, et qui espèrent du coup une après la mort, du coup plutôt favorable dans le Valhalla. On va finir par le dernier personnage. Alors, la première image, normalement... Oui ? Oui, Furiosa. Je pense avec la prothèse. donc Furiosa, qui est dans Fury Road. Et qui est un personnage qui est aux côtés au début d'Immortan Joe et qui va justement se détacher et essayer de changer les choses. Donc c'est un personnage intéressant, notamment par rapport à notre discussion de la dystopie à l'utopie. En tout cas, c'est un pivot important. Et là, l'indice évident, c'est la prothèse de bras. Après, on a mis une carte du ciel parce qu'elle a un tatouage en fait, d'étoiles, et après les volants, parce que elle conduit notamment les camions en tant qu'impérator. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tout le monde pour cette petite mise en... une petite introduction pour un petit peu parler de Mad Max, de son univers. Bravo, je me rends compte que c'était pas simple. Mais bon, on voyait pas trop toutes les photos, donc, mais en tout cas, bravo. Vous avez été quand même bon pour ce jeu. Alors, on va passer à la suite. On va papoter avec nos deux intervenantes et on va se mettre un petit jingle en attendant qu'elles viennent sur scène. Alors, vous allez où vous voulez. Alors, ce qu'on va faire sur à peu près toute la partie intervention avec Florian et Alice, on va avoir 3 extraits. Donc de Fury Road en particulier, et on va discuter justement de ces extraits.
N'hésitez pas, si vous avez des questions, à faire le même système que tout à l'heure. Donc, vous vous levez, vous vous placez devant les micros, et puis je vous donnerai la parole. Donc, n'hésitez pas à le faire à tout instant. C'est vrai que c'est pratique. Ça, je vois si vous voulez prendre la parole, et quand ce sera le moment, je pourrai vous donner la parole. Et puis, j'ai noté des petites questions pour vous. on va voir du coup au fur et à mesure de l'intervention. Donc, je vais m'asseoir. Non, c'est bon. Au milieu. Donc, pour cette intervention, donc, je suis entourée de Florian Soulas, donc auteur de fantasy et de science-fiction, et du coup d'Alice Karabédian, donc à ma droite, philosophe spécialiste de l'utopie politique dans la science-fiction contemporaine. Et je suis entourée surtout de 2 fans de Mad Max. Et donc on m'a dit notamment, Alice, que tu m'as dit que tu avais vu le premier Mad Max à 8 ans et que ça t'avait un peu traumatisé, mais on comprend un peu quand même. Donc ne le faites pas. Ne montrez pas Mad Max, en tout cas les premiers, à vos petits. Attendez un petit moment. Et surtout, tu as... c'est ton chien, ton chat, je sais plus, qui s'appelle Furiosa. Les 2. J'ai 2 chattes, l'une s'appelle Imperator et l'autre s'appelle Furiosa. Voilà, c'est ça. Donc on est sur pas mal de fans. C'est quoi votre personnage préféré de Mad Max ? Entité. Ah ouais ? C'est mon alter ego drag queen, je crois. C'est une fois de me déguiser en entité, je la trouve super classe. J'avais même, à l'époque où on mettait encore des mots, des statuts sur Facebook, j'avais écrit « C'est quand l'apocalypse, qu'on puisse enfin s'habiller avec des looks cool !» C'était vraiment Tina Turner, entité. Et après, Furiosa, évidemment, aussi. Ouais. Mais moi, j'aime bien Mad Max dans le 1. Parce que je trouve que cette origin story est super intéressante et très bien amenée aussi. Et je réfléchissais à la question parce que je me suis dit que je ne pouvais pas arriver sans avoir préparé, comme je fais d'habitude. Et en fait, je me suis dit que dans Fury Road, moi, les personnages que je trouve presque les plus intéressants, c'est les femmes de Immortan Joe. Ah. En fait, c'est des personnages qui parlent quasiment pas. C'est vrai. Mais autour de qui tout tourne l'histoire. Et en fait, on leur demande jamais ce qu'elles veulent faire. En fait, on découvre dans le spin-off et encore... pourquoi Furiosa fait ça, mais en fait, elle leur demande pas si elles veulent partir, et en même temps, elles sont, je trouve qu'elles dégagent une espèce de force et de résilience qui, en fait, est au cœur du récit, alors que, littéralement, s'il y en a une qui a une phrase de dialogue, c'est tout, quoi. Et en fait, plus j'ai vu le film, plus j'ai trouvé que c'était ces personnages-là qui étaient intéressants, parce que c'est elle l'avenir du monde, c'est à cause d'elle que tout arrive, et en même temps, elles disent jamais rien. Et du coup, j'aime beaucoup ces personnages-là. C'est intéressant, du coup, de mettre en avant des personnages qui ne sont pas forcément exploités, mais... Et en plus, c'est vrai que c'est... Finalement, elles ont vécu pas mal de choses assez horribles, quoi. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas, on en parle un petit peu... Mais tu vois, même quand Furiosa, suggéré. Qui est un super personnage, en plus qui est incroyablement incarné aussi par Charlize Theron, pense que tout est perdu. Même à ce moment-là, elles ne se retournent pas vers elles pour leur demander qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, en fait. Et pourtant, elles réagissent, elles disent vas-y, c'est pas grave, on fait demi-tour. Et en fait, elles sont toujours là, c'est une espèce de force silencieuse. Je trouve qu'il y a quelque chose de hyper émouvant dans ce rapport qu'elles ont, alors qu'en fait, elles ne se parlent même pas. Elles n'ont même pas besoin de se parler. Elles savent, et en même temps, tu pourrais te dire mais est-ce qu'on leur demande vraiment leur avis ? Et en même temps, tu vois bien qu'elles ne sont pas passives complètement non plus. Elles le sont au début. En fait, au bout d'un moment, elles agissent quand même, elles ont quelques moments clés. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est des personnages qui mériteraient presque qu'on parle d'elles. Un spin-off. Ouais. Meilleur que Furiosa. En tout cas, on voit ton regard d'auteur qui, du coup, même sur les personnages secondaires, va avoir un regard spécifique. Il y a plein de personnages super intéressants dans Fury Road. Genre, le gars qui fait de la guitare sur sa voix. Mais racontez-moi son histoire. Genre, pourquoi ce mec-là fait de la guitare avec des basses jambes derrière lui ? Cette scène est incroyable. Je veux dire, c'est hyper marquant du visuel du film. Et en fait, c'est qui ce gars ? Pourquoi est-ce que c'est un warboy vraiment ? Est-ce qu'il combat ? Qu'est-ce qu'il fait ? Comment on en est venu à dire il nous faut un war drummer, tu vois ? Genre pourquoi ? Et en même temps, oui, moi j'adore, vraiment, faisons ça, tu vois. Et comment on en arrive là ? Il y a plein d'éléments d'esthétique du film où tu as envie de savoir
Oui, Fury Road, moi je l'ai trouvé magnifique, et alors que l'histoire elle est quand même assez, c'est une ligne le scénario, quoi. On part dans le désert et on revient, voilà. et tous les petits détails, mais qui en effet donnent envie de s'imaginer ce qui se passe, c'est ce qu'on va faire tout à l'heure, mais que ce soit dans la pièce de la citadelle où ces femmes étaient enfermées, que ce soit ce guitariste fou, le moulin à balles, il y a plein d'éléments qu'on devine, il est vraiment l'univers est quand même assez fou, quoi. Et je trouve que même dans Furiosa, le spin-off, où en fait il essaye de t'expliquer des choses, mais en fait il rajoute encore plus de questions. Parce que du coup c'est le seul moment où tu vois un peu comment les gens vivent là-bas. En fait dans Mad Max tu vois Immortan Joe, tu vois les chefs et tu vois les rebelles, mais tu vois pas juste les gens. Tu les vois vite fait demander de l'eau et boire, mais en fait tu les vois pas vivre, alors que dans Furiosa tu vois des choses. Et tu vois, il y a cette scène où elle se retrouve sous terre là, avec les gens qui mangent les cadavres et tout. J'étais là genre, très bien, qui sont ces gens, pourquoi font-ils ça, comment on les rejoint, pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Et en fait je trouve qu'il est très fort pour te semer plein de miettes comme ça qui rendent l'univers crédible, et en même temps tu as envie de savoir le lore. Tu te dis mais pourquoi ils font ça, ça veut dire qu'ils ont que ça comme solution, mais comment ils en sont venus à faire ça. Et du coup ça donne envie qu'ils continuent à nous donner cet univers là, quoi. Donc à la fin de l'événement, on va écrire à George Miller pour qu'il fasse plein de spin-offs ou qu'il écrive des livres. Du coup, on va lancer le premier extrait. Donc c'est dans Fury Road, c'est au tout début, quand on voit Immortan Joe qui prend la parole face à la population du coup de la citadelle, la cité qu'il dirige. Et il y a plein de choses à dire, voilà, sur cette scène, et notamment de tous les archétypes, voilà, du post-apo, de la dystopie. On va un petit peu décortiquer ça après l'extrait. C'est parti. Des vroom pour l'Immortan Joe! Une fois encore, nous envoyons mon porte-guerre pour nous rapporter du gaspillage de Petroville et des munitions du moulin à balles. Une fois encore, je salue mon impérator Furiosa, et je salue mes Warboys Tony Vivant, qui chevaucheront pour l'éternité sur les autoroutes du Valhalla. Mes amis, dans la dépendance à l'eau. Elle fera de vous des esclaves et vous lui reprocherez qu'elle vous manque. Alors on l'a un peu coupé pour justement avoir cette phrase de fin qui est intéressante et voilà, auquel on peut pas mal discuter, l'une ou l'autre, c'est comme vous voulez, sur voilà, cette figure aussi emblématique, charismatique, religieuse en fait qu'on voit d'Immortan Joe, de domination totale. Est-ce que finalement on les retrouve dans tous les post-apos ou c'est caractéristique de Mad Max? Est-ce que, je sais pas qui veut prendre la parole en premier? Peut-être d'abord sur la question de l'eau, avant la figure du tyran. En effet, il y a un gros problème d'infrastructure, hein. Ça va pas du tout. Et c'est aussi intéressant de voir l'évolution entre justement le Mad Max 1, le 2, le 3 et celui-là où c'était vraiment la question du pétrole au début, parce que réalisé pendant le crash pétrolier, c'est ça, etc. C'est ça. Et que là, on arrive à la question de l'eau. Et du point de vue, outre cette domination voilà, du tyran qui a la main mise, et qu'il appelle ça l'Aquacola, il me semble. Je crois qu'en anglais, c'est l'Aquacola. Et donc, il y a vraiment la marque capitaliste derrière de cet accaparement de l'eau, l'un ou l'autre. Et du coup, voilà, déjà le déplacement de la question de la ressource, et on voit bien que sans ressources, en fait, on peut pas être libre, on ne peut pas être égaux, etc. Et petite citation au passage, c'est Marx, c'est
c'est sur le dépassement de la nécessité que pourra fleurir le règne de la liberté, quelque chose comme ça. Et là, évidemment, on voit bien qu'on est face à des populations qui vivent dans un monde détruit et qui, en plus de vivre dans un monde détruit, au lieu de pouvoir s'entraider, on leur enlève tous les moyens de survie jusqu'à l'eau. Donc il n'y a pas de liberté ni d'égalité possible à partir de ce moment-là. Mais en fait, tu me diras, parce que c'est plus ton domaine, l'utopie politique, mais en fait, je me dis, ce n'est qu'une exagération de notre très mauvaise gestion des ressources aujourd'hui et de comment, en fait, une certaine partie de la population s'accapare totalement des ressources et, en fait, ne daigne que nous donner les miettes. Et, en fait, nous, on a l'impression que c'est incroyable, alors qu'en fait, on n'a rien, quoi. Et c'est vraiment une espèce de mise à l'extrême de ce qu'on vit déjà, par exemple, on en parlait avec d'autres chercheurs de la différence nord-sud aussi, tu vois, il y a le nord qui accapare des ressources et qui laisse ruisseler vaguement des choses vers le sud, alors qu'en fait, il faudrait justement être dans le partage pour pouvoir en fait, faire fructifier les connaissances, les savoirs et les ressources, et en fait, c'est ça qu'on voit, quoi. Et dans Mad Max... sur la planète, ça commence à se discuter, mais au moins dans Mad Max, dans la Citadelle, on apprend quand même qu'il y a clairement suffisamment assez d'eau pour qu'il y ait un partage équitable entre toutes et tous. Et en plus, ils se permettent de gâcher. Ouais. Oui, donc du coup, par rapport à... Là, c'est clairement une critique de nos sociétés, et est-ce que tu penses que c'est un bon moyen de le mettre en avant comme ça, par rapport à ton regard d'auteur Oui, en plus, je pense que c'est intéressant, comme tu disais, Alice, de voir le glissement entre qu'est-ce qui était la ressource importante donc dans les années, c'est quoi, 90 ? Ouais, 80, enfin, quand le premier film est sorti. Le premier, c'est 79. 79, voilà. Et maintenant, qu'est-ce que c'est devenu ? Et on voit qu'il y a toute l'éco-anxiété qui est passée par là. Et que, bizarrement, le pétrole n'est pas un problème. Alors, j'aimerais bien savoir comment le pétrole n'est pas un problème chez eux. Vu qu'en fait, il faut quand même des ressources pour aller forer et en fait, il faut de l'eau pour envoyer des machines qui forent dans le sol. Donc, c'est assez étonnant que... alors, je comprends le shift parce qu'on est dans un monde aujourd'hui où cette éco-anxiété et ce problème écologique est primordial et il faut l'adresser et c'est une bonne manière de le faire. Mais c'est vrai qu'il y a plein de choses qui ne sont pas expliquées et qui mériteraient de... surtout si on dit que ce film-là, on ne sait pas trop où il se place dans la chronologie. Ça serait intéressant de poser cette question-là. Et oui, et en plus, je pense que c'est... Mais après, bon, c'est un peu bateau, mais c'est ce qu'a toujours fait la science-fiction. C'est d'exacerber les problèmes qu'on a aujourd'hui en les mettant dans un contexte qui nous paraît presque absurde, mais qui, du coup, nous permet de mettre en lumière le fait que, oui, on a un problème de gestion des ressources, que, l'écologie, c'est un peu la catastrophe et qu'on va manquer d'eau et qu'on va avoir des problèmes. Donc oui, je pense que, en fait... je sais pas si c'est bien de le faire, mais en tout cas, on l'a toujours fait comme ça. Et je pense que ça marche. Je pense que de plus en plus, les générations se rendent bien compte qu'il y a un souci. Et l'art a toujours été une manière de porter ces messages-là, et en tout cas de dire voilà ce qui se passe, et voilà ce qu'on n'aimerait pas que ça devienne plus tard, quoi. Puis visuellement, sur cette question écologique, on a complètement dérivé de ta question du tyran. C'est pas grave, c'est l'idée aussi. C'est assez lié, mais sur le traitement photographique ou cinématographique de cette question écologique, je trouve que dans Fury Road, c'est plutôt bien traité parce que moi j'avais rarement vu des images aussi tragiquement belles du wasteland. À un moment, il y a une scène avec des squelettes d'arbres et des espèces de créatures sur des échasses qui se promènent. C'est des scènes complètement marquantes. Et c'est un des rôles du cinéma, c'est surtout un blockbuster comme ça, de marquer les esprits, et le discours est plutôt clair. C'est que oui, le wasteland, a priori, c'est pas très désirable. Et donc du coup, j'ai une question par rapport au fait que on voit un monde qui est hiérarchisé, donc avec un tyran, etc., des inégalités, donc des gens qui ont accès à des ressources ou pas. Est-ce que du coup, dans un monde qui s'effondre, et notamment avec la question de la diminution des ressources, on doit atterrir à ce genre de récit où on peut imaginer autre chose aussi, même si on manque de ressources comme on le voit dans le monde de Mad Max. C'est une très bonne question, et on sait bien que c'est en fait une pure construction de l'imaginaire, et que plus ça va, plus on a l'impression que c'est forcément ça qui va se passer, puisqu'on est abreuvé finalement d'images qui nous poussent, d'images ou de discours qui nous poussent à nous replier sur soi, avoir peur de la personne à côté de soi,
enfin jusqu'aux pratiques les plus extrêmes de survivalisme et de bunker dans son jardin, etc. Et que c'est des pures constructions qui sont des fils tirés de la société occidentale telle qu'elle fonctionne aujourd'hui. Donc le capitalisme, enfin la capitalisation, le racisme, l'individualisme, etc., etc. Bah, on tire ces fils, évidemment, que s'il y a une catastrophe, on pourrait se dire que ça va être la guerre de tous contre tous, mais en fait, rien ne le présuppose, et puis deuxièmement, en fait, on voit très bien que l'association, la coopération, etc., enfin, des crises comme le Covid, les personnes s'organisent. Le Covid, c'est un bon exemple. Ouais. Il y a eu un peu une bagarre pour le papier toilette au tout début, mais passé ces événements, il y a plutôt eu de la coopération qui s'est mise en place entre les voisins, etc., pour gérer ça. Et c'est évidemment pour moi, l'imaginaire, les littératures de l'imaginaire, etc., ont un peu ce rôle de aussi raconter ces possibles devenir d'associations, parce qu'on en voit peu, on en voit souvent à l'échelle d'un petit groupe, comme là et comme dans la majorité des films. En fait, il y a un petit groupe qui en effet va s'associer et va finir par lutter contre ce monde dévasté, mais un monde dévasté et des scènes d'association dès le départ, ça court pas les rayons, je crois. On le mettra dans notre demande à George Miller. En plus, je trouve que comme tu dis, en fait, on a un biais de confirmation avec tout ce qu'on a l'habitude de voir, ce que va être la fin du monde, ou ce que devrait être la fin du monde, alors que, en fait, on oublie que la fin du monde, elle est déjà arrivée plein de fois. Il y a plein de sociétés dont le monde s'est totalement effondré et dont le mode de vie a disparu complètement. Et ben, ils sont toujours là. Ils ont juste ils ont juste appris à vivre autrement. Il y a plein de tribus dont la manière de vivre a été complètement. Ils ont été colonisés. On les a enlevés de leur mode de vie. On les a mis ailleurs. Bon bah, pour eux, la fin du monde, elle était là, quoi. Et en fait, bah, on continue. L'humain continue, s'adapte et continue. Donc, je sais pas. Oui, je pense qu'en fait. On a pris l'habitude de voir la fin du monde comme ça. Et c'est peut-être notre faute aussi, hein, nous, auteurs de science-fiction, parce qu'on aime bien imaginer le pire et que c'est plus facile pour nous de réimaginer quand on fait table rase, finalement, que quand il faut démêler, reconstruire ou refaire différemment. Mais je ne sais pas si ce serait souhaitable de... en fait, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de forcément détruire pour reconstruire. Mais j'aime beaucoup l'idée quand même. Parce que en tant qu'auteur. Voilà, c'est plus facile. Et en plus, moi, j'ai beaucoup d'affection pour Immortan Joe, parce que je trouve que c'est un terreur méchant qui se donne les capacités d'être un bon méchant. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment un connard. Voilà. Voilà. Et il ne fait pas dans la demi-mesure, vraiment. Il a tout ce qu'il ne faut pas. Il est méchant, il est misogyne, il est contrôlant. Enfin, vraiment, il n'y a rien qui va chez lui. Il veut devenir papa. Voilà. Mais tu vois, au moins, il a l'audace de ce qu'il est. Tu vois, il ne se cache pas. Il n'a pas une origin story. On n'essaye pas de lui faire un redemption arc. Non, vraiment, juste un méchant. Et on sait pourquoi il est comme ça. Il y a un besoin de contrôle. Il y a voilà, une hiérarchisation, un besoin d'être adulé, qu'on retrouve dans beaucoup de choses ailleurs. Et je pense pas que ce soit un archétype très courant du post-apo pour le coup, mais je trouve que c'est un archétype qui est intéressant et que moi j'ai exploré un peu dans un de mes romans qui est un post-apo, là, Tonnerre après l'héroïne, où justement j'ai un espèce de leader. Parce qu'en fait, c'est presque un leader religieux en fin de compte. Oui. Une espèce de leader religieux qui dit bah voilà, en fait, la religion va vous sauver. Et en face de lui, tu as une ville qui dit bah non, la science va vous sauver. Mais en fait, pour eux, la science est devenue aussi une espèce de religion hyper contrôlante dont ils ne peuvent pas dévier. Et en fait, c'est pas la solution, clairement. On l'a vu dans plein de contextes historiques. Confier tout le pouvoir à une seule personne, ça ne peut pas marcher. Mais ça reste une bonne manière de prévenir, un peu comme par exemple, on l'a fait dans Dune, sur ces cas de un peu messie, surpuissants, qui vont diriger, mais vont finir par plus contrôler que vraiment montrer un chemin. Et je pense que c'est bien de toujours se rappeler ça, parce que c'est ce qu'on voit aujourd'hui, avec des figures politiques qui en fait reprennent un peu ce concept-là, de se rappeler que, en tout cas, l'humanité qui a réfléchi à ça et qui a écrit sur ça n'a jamais vu une issue positive à ce genre de comportement. Et qu'effectivement, la communauté, et comme on disait avant, faire société, c'est le meilleur moyen d'avancer. Et c'est vrai pourtant, et je suis la première coupable, que c'est plus facile d'imaginer une rédemption en petits groupes qu'à une échelle plus grande. Et c'est vrai que j'arrive pas à trouver d'exemple de post-apo, en tout cas, où dès le début, il y a coopération, et où cette coopération se fait à une échelle plus grande qu'à un groupe relativement restreint.
Donc il faut l'écrire, il faut l'inventer. C'est ça. Parce que c'est pas forcément simple à imaginer de manière générale, mais du coup les auteurs... En fait, je pense, mais alors tu me diras Alice, ce que tu en penses aussi, je pense que c'est difficile pour nous d'imaginer des choses qui sont trop différentes de ce qu'on connaît, parce que du coup, on n'a pas d'autre manière de fonctionner. Et d'ailleurs, ça se voit très bien, je trouve, en fantasy. En fantasy, on a théoriquement la capacité de faire absolument ce qu'on veut. Au final, on écrit le monde d'aujourd'hui, tout le temps. On a beaucoup de mal à imaginer des mondes où vraiment on aurait trouvé une solution égalitaire, éthique, où vraiment ça se passe bien, parce qu'en fait, on n'a jamais connu ça. Et j'ai l'impression que c'est difficile de vraiment imaginer quelque chose... En fait, du coup, on a besoin de points de repère, et du coup, c'est difficile d'imaginer quelque chose qui serait vraiment... indépendant de nos acquis sociaux, comment on vit en société, les exemples qu'on a, les exemples du passé. C'est difficile à faire, quoi. Si, je crois qu'il y a un article de Jameson qui s'appelle l'impossibilité d'imaginer le radicalement autre ou quelque chose comme ça. Et oui, puis tout ce qu'on crée, c'est toujours de la chimère. C'est-à-dire, il y a une patte de lion, une queue de serpent, une tête... d'aigle peut-être, et on prend des caractéristiques, des traits qu'on va, comme tu disais, extrapoler, mais c'est des traits qu'on imagine déjà. Après, comme moi-même je n'écris pas, je peux pas donner la recette. T'as réfléchi aux utopies radicales, tu vois, donc un truc qui serait vraiment un contournement. De prendre le contre-pied de ça, de dire c'est ça que je suis poussé à imaginer, du coup. Ouais. Le seul roman auquel je pense qui fait un peu ça et que je trouve le fait plutôt bien, c'est Tout pour tout le monde, de 2 autrices américaines qui sont des sociologues, qui ont imaginé la fin des États-Unis. Donc le système politique s'effondre complètement, et en gros chaque ville fait son indépendance. Et du coup chaque ville organise sa manière de fonctionner, et les gens, du coup, par exemple, si moi je suis à New York et en fait je me dis mais en fait moi n'importe quoi, le polyamour c'est pas du tout mon délire. En fait, je vais aller dans une autre ville, et en fait, les jeunes partent et explorent les villes jusqu'à ce qu'ils trouvent celle dont le fonctionnement leur convient. Et en gros, chaque ville fonctionne comme un mini-pays, mais ça ne peut marcher que parce qu'elles sont en relation avec les autres villes, parce que par exemple, à New York, je dis n'importe quoi, ils font des tomates, et à Denver, ils font des carottes. Et du coup, il y a des échanges comme ça, il y a une espèce de libre circulation des gens et des denrées, mais chaque ville a son mode de fonctionnement. Et en fait, le roman explique, en fait, chaque paragraphe, chaque chapitre, c'est un témoignage d'une personne qui a vu le monde s'effondrer, et qui raconte comment ça s'est passé et qu'est-ce qu'elle a connu derrière. Et ça, je me suis dit, mais en fait, c'est la première fois que je vois des solutions. Où on me dit concrètement, voilà. Alors, des fois, c'est la violence, la seule solution, et puis des fois, pas du tout. Et du coup, chaque ville a son truc, tu vois. Et c'est un des rares romans aussi où on voit cette phase de transformation, parce que c'est ce dont on parlait avant, c'est que souvent, on a une dystopie, un groupe de personnages qui luttent contre, qui mettent à bas le système, si ça finit bien. Et puis hop, fin, et à vous d'imaginer la suite. Et on a rarement la description de ce processus de transformation vers quelque chose, et c'est ce qu'on va faire tout à l'heure. Alors on va passer au prochain extrait pour du coup doucement aller vers l'utopie. C'est un extrait où on voit donc 2 femmes discuter. Donc il y en a une qui est du clan Juvalini et l'autre qui est les épouses. Donc c'est peut-être une des seules scènes où on entend une épouse parler. Et ça va être en effet super intéressant. Et voilà. Et potentiellement il y a un petit peu d'espoir, d'utopie là-dedans. On va voir tout ça. C'est parti. Reste où tu es, petit Joe. Ici, c'est plus l'affaire du siècle. T'attends un bébé ? Dictator Junior. Sera moche, en tout cas. C'est peut-être une fille. C'est pour tuer des gens, ça ? Tous ceux que j'ai pu rencontrer par ici, oui. Un coup à la tête, chaque fois, schlac, en plein cortex. Moi qui pensais que vous étiez au-dessus de ça. Viens voir. Regarde un peu. Tes graines ? Je les ai ramenées de chez moi. Le trésor de mon clan, c'est de l'authentique. J'en plante une chaque fois que je peux. Où ça ? Y a rien qu'à prix encore, la terre est trop acide. Il y a tellement de variétés. Oui, des arbres, des fleurs, des fruits. À l'époque, tout le monde mangeait à sa faim. Personne schlaquait personne, il n'y avait pas besoin.
ça finit de manière abrupte. Donc là, on voit un petit peu d'espoir. Donc là, c'était juste pour vous, donc juste à main levée, on peut voter rapidement. Est-ce que cette scène est porteuse d'espoir ? Qui pense que cette scène est porteuse d'espoir ? Ou complètement déprimante ? Parce qu'on parle du passé. J'arrive pas, comme tout le monde est. C'est plutôt, je pense, c'est un petit peu plus de 50%. Mais Alors du coup, par rapport à je peux dire quelque chose ? Oui, allez-y. C'est toujours moi. On le fait déjà, ça s'appelle le Svalbard, et maintenant on va le mettre sur la Lune parce qu'on est en train de chauffer la planète. Donc, notion d'utopie pour garder des graines en espérant un avenir meilleur, je crois qu'on l'a déjà foiré, mais ça c'est mon avis d'optimiste. Voilà. Je comprends. Et du coup, vous pouvez peut-être réagir. Moi, je trouve que c'est une scène déprimante. Parce qu'en fait, ça marche pas. Elle te dit que ça marche pas et que ça fait des années que ça marche pas. Après, je sais pas, je me rappelle pas si on sait dans Mad Max pourquoi le Wasteland arrive. Vraiment, tu vois. Est-ce que c'est vraiment un changement climatique ? Est-ce qu'il y a une guerre nucléaire ? En fait, on sait pas trop. Je crois que c'est une guerre nucléaire. C'est ça ? Ok. Donc, effectivement, à mon avis, c'est pas très porteur d'espoir parce qu'il va falloir du temps pour que les sols reviennent. Donc, je sais pas trop. Mais c'est vrai que oui, en fait, cette question-là de sauvegarder les graines et tout ça, c'est un truc déjà qu'on a beaucoup vu en science-fiction et qu'en fait est fait depuis très longtemps. On sauvegarde des espèces dans l'espoir qu'un jour on pourra les faire revenir et tout. Et on se dit, maintenant, il y a des banques génétiques aussi. On se dit, si jamais un jour on doit partir ou qu'il y a un problème et qu'on veut faire revenir, on le fait déjà. Après, on n'a jamais eu l'occasion, et c'est pas plus mal, d'expérimenter si ça a marché ou pas et si on y arrive, parce qu'on n'a pas encore réussi à détruire la planète, même si on s'y efforce vraiment de manière assidue. Donc, je sais pas si on peut dire que tu as de l'espoir ou pas de faire ça, mais je trouve qu'il est bien, c'est de se dire que cette femme, elle n'a pas abandonné. Ça, pour le coup, je me dis, il y a de l'espoir de se dire, en fait, il y a des gens qui vont toujours essayer. Qui gardent l'espoir. Du coup, c'est vrai qu'il y a des personnages comme Mad Max qui ont vraiment arrêté. Ouais. Il y en a qui continuent d'espérer, quoi. Il y a l'idée de transmission, je trouve, dont on a beaucoup parlé aujourd'hui aussi, et qui peut-être peut donner un peu, non pas les graines du tout, mais cette idée de transmission et de ne pas oublier. Moi, je sais pas, quand je la vois, l'épouse sourire à la fin, j'arrive pas à savoir si elle lui sourit en lui disant genre « Ok, c'est beau ton histoire, mais j'y crois pas une seule seconde », ou si elle lui dit « Ok, je prends la suite de ce truc-là, quoi ». Et du coup, cette ambiguïté-là est intéressante aussi. Je trouve que c'est bien quand le réalisateur ne nous donne pas toutes les clés de compréhension. Allez-y. Oui, c'est marrant, j'aurais pas vu les choses de cette manière. Parce que si elle la croit pas, ça veut dire qu'elle la traite de menteuse. Et qu'elle a appartenu à un monde qui n'existe plus, mais elle a fait des expériences, elle en a gardé des choses, et pour elle, ce qui a été le plus important, le plus grand trésor, ça n'a pas été de l'or, ça n'a pas été des choses que nous, aujourd'hui, on considère comme précieuses, ça a été des graines, parce qu'elle connaît le cycle de la nature et la pulsion de vie qui existe au sein de ces graines. Alors, ok, ça marche pas encore. Et donc, pour moi, ça représente en tout cas l'espoir bien vivant et bien réel que connaît une femme plus âgée. Et elle est en train de transmettre à des gens qui ont qui représentent l'avenir et qui sont peut-être en capacité de se reproduire, de se dire, on ne connaît pas l'avenir, mais en tout cas, le passé témoigne que des avenirs possibles et précieux sont possibles, quoi. Donc pour moi, de mon point de vue, il n'y a pas débat. C'est une scène d'espoir. Merci pour ce partage. Il y a, il y a la constitution d'une communauté là, avec des différents groupes qui se rencontrent. Il y a cette histoire de graines, mais il y a aussi cette histoire du fusil. Je trouve qui, pour moi, porte certaines caractéristiques utopiques, dans le sens où on a la question de l'espoir, mais on a aussi la question de la lutte. Et cette défendre aussi et de défendre et de défendre. Défendre ton espoir et ce que tu veux construire aussi. Voilà, donc il y a cette question de la lutte émancipatrice et aussi de la défense et la grande question de l'usage de la violence
qui est posée là, surtout que ce personnage finit par... Et puis aussi, je trouve ce qu'il y a d'utopiste aussi dans cette rencontre entre les deux communautés de femmes, finalement, c'est la question du féminisme. Et ce personnage de motarde assez badass avec son fusil, à un moment, est en train d'apprendre à tirer à une des jeunes et lui dit « one man, one bullet ». On va pas gaspiller en plus. Du coup, voilà, c'est une réplique qui a dû secouer son petit monde, mais qui est pas inintéressante dans ce monde apocalyptique complètement patriarcal et terrible. Exactement. Du coup, par rapport... Est-ce qu'il y a d'autres réactions ? C'est bon. Alors, je vois que le temps file. Donc, j'hésite à poser encore... Je vais poser encore une question et après, on va passer à la dernière scène qui va nous amener vers notre exercice d'aller vers l'utopie, justement, d'imaginer autre chose, d'aider les auteurs à imaginer autre chose. C'est moi. Moi, je n'imagine que des choses où tout le monde meurt. C'est ça, on va aider Floriane. Voilà, on va renommer en fait après Aidons Floriane. Peut-être par rapport à cette question environnementale, c'est vrai que c'est intéressant. Est-ce qu'on aurait eu cette scène dans un Mad Max, dans les premiers Mad Max ? Parce que les graines, il y a quand même un parallèle écologique, etc., assez fort. Est-ce que ce genre de scène... après, il y a aussi le fait... Il y a deux femmes qui discutent, il y a un point de vue un peu féministe, donc peut-être qu'il y a aussi ça, donc ça, on met de côté. Mais par rapport au contexte écologique, est-ce que, du coup, là, aujourd'hui, les dystopies et même les utopies... ne peuvent pas faire sans écologie aujourd'hui ? Je sais, juste dans le 3, il y a quand même Bartertown. Tout à l'heure, on a vu Entité et puis les cochons. Du coup, il y avait la question de la méthanisation et de possibles fermes-usines. Je connais moins les vieux, donc c'est peut-être... Désolée pour ma non-culture des anciens films. Oui. Par rapport à la place de l'écologie aujourd'hui dans les dystopies... En fait, je sais que dans ta feuille, tu as marqué dystopie contemporaine. Et il faudrait savoir déjà qu'est-ce qu'on estime qui est contemporain ou pas. Ouais. Parce que, en fait, la question de l'écologie, elle existe depuis Soleil Vert. Enfin, l'ASF, en tout cas, s'est très tôt emparé de cette question-là. Parce qu'en fait, à partir du moment où on crée la bombe nucléaire, la question de l'environnement devient forcément importante. Donc, moi, je pense, on en parlait sur d'autres tables rondes, que, en fait... l'écologie, elle a toujours été là. Elle a été plus ou moins masquée à un certain moment par des questions de société qui étaient plus prépondérantes à ce moment-là. Mais pour moi, en tout cas, en SF, on a toujours traité ça. Parce que déjà, quand tu imagines du post-apo, tu peux pas imaginer un monde qui n'ait pas été détruit ou qui soit en train d'être détruit. Pour moi, le cyberpunk n'est qu'un proto-post-apo en devenir, quoi. Et du coup, forcément, cette question de l'écologie, elle a toujours été traitée. Par contre, c'est vrai qu'elle devient vraiment très marquée en ce moment dans la littérature, mais parce qu'en fait, c'est ce qu'on vit au quotidien, et que ça devient vraiment un problème auquel on se dit pas, bah oui, mais bon, dans 30 ans, on verra, quoi. Là, le problème, il est là, et il faut faire face maintenant. Et du coup, c'est vrai que ce qu'on traitait avant dans les livres, on le retrouve aussi maintenant dans les séries, dans les films, dans la pop culture, dans plein de choses, parce que même si personne ne veut lire de la science-fiction, tous vos bangers et vos blockbusters sont des livres de science-fiction à la base quand même, ou de fantasy. Et en fait, c'est juste des choses qui étaient déjà là, sauf que maintenant, en fait, c'est pas... oui, en fait, à un moment, il y aura plus de pétrole. C'est là, maintenant, il y a plus de pétrole, on ne va pas en faire, la planète est en train de cramer, et on voit les effets aujourd'hui sur nous, donc forcément... Comme on ne fait que parler de ce qu'on connaît et de ce qu'on expérimente, on en parle tous beaucoup. Et pour rebondir sur des choses, un truc que j'ai dit hier sur une autre table ronde, en fait, pendant très longtemps, les auteurs étaient des scientifiques, les auteurs de science-fiction étaient des scientifiques, donc ils avaient une vue de scientifique, mais de plus en plus, et surtout les femmes se sont emparées de la science-fiction et ne sont pas des scientifiques. Et je pense que c'est hyper important parce que leur relation à la science et à la technologie, elle est complètement différente de celle que va avoir quelqu'un qui travaille dans la technique ou dans la science. Et leur manière d'aborder ça et les problèmes qu'elles voient et qui sont en fait des problèmes de société parce qu'elles parlent beaucoup plus d'humain que de science, font ressortir ces questions-là aussi d'une manière qui touche beaucoup plus les gens parce que c'est pas du science porn juste pour parler de science, c'est vraiment votre vie aujourd'hui, c'est ça. Et nous, on le ressent comme ça, et ces autrices-là, surtout ces autrices, mais ces auteurs aussi, sont des gens qui vivent la même chose que le commun des mortels, quoi, et qui n'ont pas une connaissance plus poussée. Et du coup, ça devient vraiment une question
tout le monde a des IA aujourd'hui et tout le monde sait qu'utiliser une IA, c'est cramer des litres d'eau et tuer la planète, quoi. Et du coup, tout le monde peut s'identifier à ça et voit que le problème est réel. Et cette écologie-là, elle a toujours été là, mais maintenant, elle est amenée d'une manière qui est beaucoup plus humaine. Et tu vois, dans la relation vraiment à l'autre. Et du coup, ben oui, on a l'impression qu'il y en a plus parce qu'elle est juste amenée différemment, je pense. C'est intéressant. C'est peut-être aussi que la question écologique est devenue vraiment un enjeu central, là où avant elle était là, mais plus en toile de fond peut-être. Enfin, tu parlais du cyberpunk et je pense à Blade Runner et à la représentation de la ville dans Blade Runner. Il n'y a pas eu une dystopie après Blade Runner où il ne pleut pas des pluies acides. En fait, ça a marqué. Et pourtant, c'est pas du tout le centre du propos. On s'en fiche, c'est les réplicantes et compagnie. Mais par contre, voilà, cette question, elle est quand même là. Alors, on va passer au dernier extrait, qui est la scène finale, justement, pour un petit peu glisser vers l'exercice d'imaginer la suite de Fury Road. Donc là, pareil, je l'ai un peu coupé, l'extrait, sinon ça aurait été trop long. Allez, c'est parti. Immortan Joe! Immortan Joe est mort! Elle est revenue. On y va, on les fait monter. Aidez-moi. Alors du coup, dans cet extrait, donc on voit la mort du tyran, on voit un espoir aussi en Furiosa, et on le disait tout à l'heure en préparant un petit peu l'intervention. Elle a une sacrée pression sur les épaules, Furiosa. On lui livre, déjà c'est un monde, qui s'est effondré, mais ça vient pas juste de s'effondrer, et qui en plus a vécu une partie de leur vie avec un tyran, etc. Donc face à ça, on a une personne qui va, alors on a l'impression, après peut-être qu'il y a quand même le collectif qui est là. Elle n'est pas toute seule, mais bon, en tout cas, le réalisateur place un petit peu une place importante sur ces femmes et en particulier Furiosa. Est-ce que rien qu'avec cette scène, on peut imaginer quand même qu'elle reconstruise un monde plus juste? Est-ce que c'est raisonnable? Est-ce que à partir de tout ce monde qui a été complètement chamboulé, traumatisé, etc., est-ce qu'on peut quand même imaginer, même s'il y a des gens qui ont des bonnes intentions, une société plus juste? Oui. On l'espère. Il y a la réappropriation des moyens de production déjà, mais je ne sais pas trop que développer sur à part dire oui. Et évidemment, la question du pouvoir, c'est à nous de la poser maintenant, comment le pouvoir va se partager, etc. Et rien ne dit que cette bande de personnages libérés se l'accapare. Donc, moi, je trouve qu'il y a plein de choses hyper intéressantes dans cette scène qu'en revoyant, là, ils me viennent. C'est déjà le fait que... donc, ils ont tué le tyran, mais le peuple demande à ce qu'en fait elle aille prendre sa place en haut. Quand ils disent montez-les. Donc en fait, c'est comme si en fait ils disaient ok on a perdu un gars qui n'était pas ouf. Par contre, il faut quand même quelqu'un en haut.
Et du coup, tu vois, il la monte, enfin, c'est comme s'il la mettait à sa place d'une certaine manière, mais comme un remplacement. En fait, maintenant, c'est toi, Immortan Joe, quoi. Et je me dis, bon, ça me... Tu vois. Et le deuxième truc, c'est qu'au final, ceux qui la montent, ce sont les enfants d'Immortan Joe. Et toute cette clique, qui sont très nombreux, comment 5 nanas, dont 3 qui sont enceintes, là, vont faire pour, en fait, prendre le pouvoir sur ce truc-là, parce qu'en fait, Immortan Joe, c'est l'arbre qui cache la forêt d'un système qui s'est mis en place avec plein d'autres hommes qui oppressent derrière lui et qui lui permettent de rester là. Et du coup, je me dis, ok, donc ils les font monter parce qu'ils disent, bon, on va pas se prendre une révolution sur les bras, mais comment est-ce qu'elles vont faire, elles, pour se débarrasser de tous ces gars-là et vraiment réallouer les ressources et tout, à mon avis, ça va pas être simple, quoi. Je suis complètement naïve, je me dis que c'est juste par souci architectural qu'ils les font monter parce que l'accès est par le haut et qu'une fois là-haut, elles trouveront la solution de redescendre tout ça. Comme on disait au début, il y a ce truc de hiérarchie avec vraiment les autres au-dessus, et en fait, en la faisant monter, est-ce que c'est pas une manière un peu de trahir sa quête, de dire, en fait, je ne suis que la nouvelle... Enfin, ouais. Mais on retrouve le même système. Comme vous pouvez le voir, j'ai une vision très pessimiste du monde. Alors que oui, en fait, j'aimerais croire, j'ai envie de croire, mais quand je vois ces images-là, tu vois, je regardais et je pensais, ça m'a venu tout à l'esprit. Je me suis dit, le discours par les images est très différent de ce que tu lis dans son regard à elle, de dire, ok, maintenant il faut que je change le monde, et ça fait beaucoup. Même elle a l'impression qu'elle est en train de dire, aidez-moi, quoi, je sais pas trop là. C'est ça. Il y a, pardon. Enfin, pour moi, il y a une scène importante du film. Qui est quand même le moment où elles s'apprêtent à foncer, elles ont fui, etc. Elles ont réussi plus ou moins à semer la horde qui les poursuit, et elles se demandent si elles continuent tout droit dans le désert, parce que peut-être qu'il y a le Greenland, justement, une terre où justement elles pourront planter leurs graines et refaire leur vie. Et bon, la solution vient de Max, c'est un peu bizarre, mais bref, il dit « Je suis pas sûr que si vous continuez par là, vous vous en sortiez, mais par contre, là, on a les moyens de retourner à la citadelle et de se battre pour. » Et j'ai d'ailleurs écrit un article qui s'appelle « Sur la Fury Road de l'utopie », qui parle de l'utopie dans Mad Max, mais... Et je trouve que ce moment, c'est vraiment une description de l'utopie, non pas comme justement ce dont on parlait, de faire tabula rasa, de partir de ex nihilo et de construire quelque chose sur... une terre supposée vierge, etc. Mais c'est bien un outil pour aller transformer la société communauté. Mais c'est rassurant, en fait, d'un certain côté, de se dire qu'elles choisissent de retourner aider les autres et pas juste de sauver leur peau de manière un peu individualiste, quoi. Je trouve que, pour le coup, l'utopie, là, c'est vraiment ça, une utopie, c'est se dire, en fait, même quand tu as l'occasion d'aller sauver ta peau et de se dire, peut-être je vais trouver autre chose, en fait, non, tu le fais pas parce que c'est-à-dire que tu as les moyens de sauver les autres. Le groupe dit, en fait, c'est pas c'est pas un mieux que les autres, tu vois. Ça c'est bien, je trouve. Ça. Même si, effectivement, le fait que ça vienne de Max soit un peu étrange, vu qu'il crache pas 3 mots dans le film, et tout d'un coup, il renverse toute la vapeur, il faut faire demi-tour. Bon. Faut bien qu'il fasse quelque chose. Merci beaucoup. Du coup, on va finir sur ces échanges-là, mais on va du coup réfléchir tous ensemble justement au côté utopie. Donc merci Alice et Floriane pour ces échanges. Bon, ça a été court et pas court en même temps, parce que par rapport à ce qu'on a imaginé, on a un peu dépassé, mais ça reste quand même court parce qu'on peut encore en dire plein de choses et regarder encore plein d'autres extraits. Mais là, du coup, on va vous mettre à contribution. Et l'idée, voilà, c'est d'imaginer les premières scènes de la suite de Fury Road, qui n'a pas été fait ou pas encore été fait. De toute façon, quand on va écrire au réalisateur, il va le faire, c'est sûr. et donc, on avait prévu un petit jingle, donc on va passer au jingle. Et encore merci aux intervenantes, on peut les applaudir. J'ai piqué le titre. Donc, Fury Road vers l'utopie. Donc, l'idée, c'est de vous mettre par groupe. Par groupe de 3-4, c'est vrai qu'en fonction du nombre qu'on est. Donc, vous vous mettez par groupe et vous avez une dizaine de minutes pour pouvoir imaginer les premières images, les premières scènes, pas forcément images, mais les premières scènes de la suite.
On va vous mettre à disposition des feuilles et des stylos si vous avez besoin de ça. Et après, si vous êtes un peu en panne d'inspiration, on a préparé en fait des questions pour vous aider un petit peu à imaginer du style qui gouverne la citadelle maintenant, quelle serait la toute première décision prise après la libération de la citadelle, etc. Et ça peut, si vous êtes en panne d'inspiration, vous aider. Donc on vous a pas mis la liste parce que du coup ça aurait fait un peu trop. On vous a mis donc l'idée c'est de jouer un petit peu. On vous a mis un petit QR code. Vous allez avoir une roue et en fait vous allez cliquer sur la roue et ça va de manière aléatoire vous orienter vers une question et vous permettre du coup d'avancer dans vos réflexions. Donc là, l'idée, vous avez une dizaine de minutes et à 5 minutes avant la fin, on va mettre un petit chrono, justement parce que sur ce type d'exercice, on a souvent tendance à beaucoup parler et puis après à pas avoir le temps en fait à rassembler toutes les idées. Donc quand on mettra le chrono, l'idée c'est de rassembler un peu vos idées et d'imaginer les premières scènes de la suite. Si vous voulez imaginer tout le film, n'hésitez pas, mais bon, ça va être un peu court. Donc voilà, après si vous n'avez pas envie de participer à l'exercice, pas de souci. L'idée c'est ensuite à la fin de passer dire que les groupes viennent présenter les premières scènes qu'ils ont imaginées au micro, mais vous n'êtes pas obligés non plus, c'est ceux qui veulent le faire qui viennent du coup partager les histoires imaginées. Et nous, on va passer un petit peu, si vous avez besoin de Floriane, pour rendre votre histoire, du coup, pas utopique. Donc, l'objectif, c'est quand même d'aider Floriane. Hein, donc, c'est de rester dans l'utopie. Donc, c'est parti. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? C'est bon ? Je vois qu'il y en a déjà qui discutent. Ah, prenez ça. Alors allez-y, discutez entre vous et on vous donnera le top pour un petit peu rassembler vos idées. « 3, 2, 1... Bonne année. Alors, Furiosa, c'est pas mal. Donc on va vous demander de partager. Alors, il y a eu pas mal de discussions enflammées. C'est bien, ça vous a inspiré en tout cas. Qui veut commencer à partager sa petite histoire utopique, la suite? Ah, merci. Alors, dans l'idée, on avait envie de faire la suite directe, parce qu'on ne veut pas penser qu'il y a eu une ellipse ou quoi, on voit direct ce qui se passe, on a décidé que l'utopie commence maintenant. Donc du coup, l'idée, c'était qu'on voit la plaque qui monte, on récupère tout le monde là-haut, il n'y a plus personne, on vide tout, c'est bon, on redescend, et pendant que tout ce beau monde redescend sur sa plaque, ça fait beaucoup de monde sur la plaque, il y aurait un oiseau qui passe. Et cet oiseau, déjà, tout le monde serait en mode « Wouah !» parce qu'il n'y a pas, enfin, de mémoire, il n'y a pas beaucoup d'animaux, et encore moins des oiseaux dans ce monde-là. Et on voit de l'ombre de l'oiseau un truc tomber sur la plaque, et ce qui tombe, c'est une graine de date qui est picorée. Tin, tin, tin. Merci. Oui, on peut applaudir. On applaudit. C'est beau. Carrément, trop bien. Ils refont la tuyauterie. Ouais, il faut le côté pratique quand même. Ok. Alors, pour notre groupe qui était là, alors déjà, immédiatement, on a d'abord Furiosa qui explique comment elle arrive à avoir cette vision de loin et a réussi à avoir Max dans la foule, parce que ça, c'est hyper impressionnant. Déjà. Ensuite, alors nous, on avait
Déjà, on a une petite ellipse quand même, désolé, mais installation d'un système, d'un réseau d'eau hyper efficace. Ils vont piquer les techniques des Fremen pour vraiment gérer très très bien le cycle de l'eau, l'évaporation, machin. On installe une oasis pour commencer à faire pousser les graines, etc. qu'on a récupérées. On nourrit un peu mieux la population. Ensuite, on fait croire aux 2 autres cités qu'on est encore dans le même système très dictatorial, voilà. Pas trop leur montrer que les choses ont changé tout de suite. Comme on a économisé beaucoup d'eau, on achète beaucoup de balles, parce que ça va nous servir. Donc beaucoup de munitions. Ouais, on n'est pas très bisounours, nous on n'est pas encore Utopie. L'Utopie arrive, mais un peu plus tard. Donc on achète beaucoup de munitions. Ensuite, on commence à créer d'autres villes un peu oasis pour avoir des avant-postes, qui seront nos lignes de défense. Ensuite, on envoie, attention, des espions dans les 2 autres villes qui vont en fait, comme une ambassade américaine, commencer à fomenter des coups d'État pour renverser le pouvoir dans les 2 autres cités. Si jamais ils viennent nous attaquer, on a les munitions, on a les avant-postes qui nous défendent. Et quelques années plus tard... C'est pas une utopie du tout. Non mais attends. Non, parce que pour tenir l'utopie et le projet, il faut avoir un peu des avantages technologiques et militaires. Et quelques années plus tard, quand on a changé les systèmes politiques à l'américaine dans les 2 autres villes, qu'on a mieux géré l'eau, que ça pousse, qu'on a transmis le savoir aux nouvelles générations, Furiosa, qui avait instauré un système d'oligarchie matriarcale, voilà, instaure finalement, quitte le pouvoir et instaure une vraie démocratie. Et après, apparemment, il veut vraiment qu'il y ait une love story, donc elle va retrouver Max. Voilà. Mais oui. Dans le soleil couchant. Merci, on peut applaudir aussi. D'ailleurs, attends, mais je pense à ça là. Dans le spin-off sur Furiosa, il y a un arbre qui pousse dans la citadelle. Donc en fait, il y a des choses qui doivent pouvoir pousser. Ben oui, il y a des choses qui poussent. Ils ont des choses, non? Les premières images de la citadelle, je crois même qu'on voit un moment une porte qui se ferme où on devine l'eau derrière et il y a plein de trucs verts dans... Il y a des trucs, ouais. Okay. Et même au-dessus, je crois. Après, il faut qu'ils apprennent la permaculture, quoi. On va réussir à faire une histoire tous ensemble. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut partager? C'est pas obligatoire. Parfait. Nous, ça fait moins rêver. Alors déjà, comme Max, il est dans la foule et tout ça, on sent qu'en fait, il est pas chez lui. Et donc lui, il a envie d'autres aventures et peut-être aller voir justement ses horizons lointains et ses autres pays, s'ils existent ou pas. Par contre, on se dit que dans la cité, il y en a probablement d'autres qui partagent peut-être cette même envie, donc ils partiraient peut-être pas tout seuls, voilà, avec un appel au volontariat. Quant à Furiosa, elle a un sérieux problème parce que quand on est, et on le voit sur Terre, là, à notre époque, quand on tue un dictateur, qu'il soit irakien, iranien, libyen ou quoi que ce soit, on n'a jamais vu apparaître derrière le monde des bisounours avec des peuples libérés, libres et qui savent s'autogérer. Donc du coup, on est plutôt parti sur... il fallait absolument détruire tout ce qui est contrôle de l'eau, des infrastructures de l'eau, au contraire. C'est-à-dire on ne construit pas les réseaux de distribution, etc. et tout ça. On rend l'eau à la nature de manière à ce que le temps de reconstruction d'un système de contrôle soit beaucoup trop long pour que chacun ait une possibilité, soit individuelle, soit collective, d'avoir de nouveau accès à la ressource et donc de se reconstruire. Parce que moi, je pense, en tout cas, on pense que les gens vont penser à la liberté, à l'organisation, qu'une fois qu'ils auront bien mangé et bien bu. Et il y a un petit problème dans le film à la base sur ce sujet. Voilà. Merci, on peut applaudir aussi. Alors, il y a encore... On était... Vous avez bien pris de notes. Un peu dans la même idée que la dernière intervention.
Par contre, nous, il y a eu la question, qu'est-ce qu'on fait des méchants, enfin des personnes. Du coup, on s'est posé des questions. Soit il y a certains qui voulaient les enfermer, d'autres on les tuait, ou sinon il y avait l'idée de faire des tribunaux de paix et réconciliation comme il existait après certains génocides. Donc on a un côté d'espoir. Philippe, ne me critique pas. J'ai de l'espoir. Il y avait ça, et après c'est pareil, on est reparti sur la redistribution de l'eau, les besoins primaires, et on a mis quand même quelques petites graines de marijuana pour que les gens se détendent un petit peu. ça, voilà. Donc voilà, c'était un peu ça notre idée. Donc nous, les drogues. Voilà, après, on connaît pas trop le monde de Mad Max, donc les autres cités, on les a un peu ignorés, mais voilà, c'était un peu des gens, on essaye chez nous d'essayer d'améliorer les choses. Merci. Il faut planer pour penser utopie. Alors, est-ce qu'il y a d'autres... merci beaucoup en tout cas pour tous vos récits. Vous avez super bien fait l'exercice, qui est pas facile, on le voit, d'imaginer des choses plus positives. Mais l'utopie, on a bien vu, c'est pas forcément que imaginer des choses positives, mais imaginer des choses plausibles. Et c'est vrai qu'il y a quand même eu pas mal de récits sur le côté collectif et d'essayer un petit peu de restaurer petit à petit des choses à partir de ce monde qui est traumatisé. Donc merci beaucoup à vous. On va passer à la dernière session qui est le quiz pour tester vos connaissances de Mad Max. Donc tester votre fan, votre côté fan. Merci en tout cas à nos deux intervenantes. On peut les applaudir encore. Et c'est parti pour un petit jingle. Alors, le quiz va se passer via une application qui s'appelle Kahoot, qui faisait de la petite musique tout à l'heure. Donc c'est Kahoot, donc K-H-O-O-T. Soit vous scannez le QR code, soit vous allez sur kahoot.it et vous mettez en fait le code PIN qui est affiché, donc 53 4 21 61. Et donc du coup ça va vous permettre d'accéder. Tu peux mettre en plein écran, Océane, comme ça enlève tout en bas à droite, voilà, comme ça on voit pas tous mes dossiers. Et donc on va attendre, donc vous devez mettre un petit un petit pseudo. Et si vous voulez, vous pouvez vous connecter au Wi-Fi, si jamais. Parce que en fait, Kahoot, ça fonctionne vraiment sur... il faut faut donner la bonne réponse, mais être le plus rapide aussi. Donc si votre connexion n'est pas hyper stable, n'hésitez pas à... Donc du coup, on a affiché normalement sur les écrans de côté les accès pour le Wi-Fi. Alors on découvre tous les pseudos. Donc on va attendre que tout le monde se connecte. Et en attendant, donc il y a quelques petits cadeaux en fait, peut-être quelques lots à la clé pour les 3 premiers. Donc il y aura pour les 3 premiers un livre offert par l'Institut Pasteur, donc sur Pasteur, de Michel Morange. Vous aurez aussi une affiche, si vous ne l'avez pas déjà, si vous faites partie de l'orga. Et on a du coup 3 livres. Donc ça, en fait, il y en aura un par personne. Et le premier du classement choisira parmi les 3, le deuxième parmi les 2 qui restent, et le troisième, du coup, prendra le bouquin qui restera. Donc on a Soma de Florian Soulas. Donc on a aussi Dictionnaire utopique d'Hugo Bellagamba, qui a été présent en visio hier, et La vieille anglaise et le continent, donc en BD, qui est d'après le roman de Jeanne Adeba. Et on n'a pas de livre d'Alice Carabédian,
Parce qu'en fait, ce sont des livres qui ont été achetés hier à la librairie, qui étaient présentes hier sur l'événement, et il n'y en avait plus. Voilà. Mais l'intention était d'en avoir, mais il n'y en avait plus. Alors, est-ce que tout le monde s'est connecté? C'est bon? Est-ce qu'il y en a qui galèrent à se connecter? Bon, on va commencer du coup. On va commencer avec donc il y a 15 questions, avec la première question. Plutôt simple. C'est parti. Il y a un petit... le math quiz. 3, 2, 1. Première question. Dans quel pays se déroule principalement l'univers de Mad Max? États-Unis, Australie, Afrique du Sud ou Canada? Il n'y a chaque fois qu'une seule réponse à donner pour chaque question. Normalement... Alors, dans quel pays? Donc, c'était bien l'Australie. Bravo à ceux qui ont répondu juste. On passe, donc, du coup, à la suite, on va voir juste le podium intermédiaire. Donc, on voit à chaque fois qui s'est placé premier ou... Vas-y, Océane, tu peux passer au suivant. Ah on n'arrive pas. Petit problème technique. C'est bon. Donc c'est Cantal représente. Le Cantal est présent. Allez, on va passer à la question suivante. Combien d'années séparent la sortie de Mad Max Au-delà du Dôme du Tonnerre et Fury Road? Donc le 3e du 4e. Il y a combien d'années? 15 ans, 25 ans, 30 ans ou 33 ans? Donc le réalisateur a entendu combien de temps avant de réaliser Fury Road? C'était 30 ans. Donc le 3e opus est sorti en 1985 et Fury Road en 2015. Ça date déjà. Bravo, on va passer à la suite du coup. Ah, le Cantal est parti. On a le café. Allez, c'est parti pour la 3e question. Quel est le nom de famille de Max? Rockness, Rokatansky, Madness ou Maxwell? Alors, quel est le nom de famille de Max? Rockness, Rokatansky, Madness ou Maxwell? Rokatansky. Ah, le café reste dans la place. Allez, on va passer à la question suivante. Qu'a fait Mel Gibson la veille du casting de Mad Max? Donc là, c'est mode coulisses. Il a pris un avion, il a révisé son texte, il s'est battu ou il s'est marié. Qu'est-ce qu'il a fait la veille du casting de Mad Max? J'ai l'impression que Mad Max, du coup, a lancé sa carrière de fou. Il s'est battu. C'est comme ça qu'il a été repéré en fait au casting. Donc il accompagnait un copain et il avait le visage tuméfié, etc. Et le directeur de casting s'est dit son côté un peu bad boy, ça peut être intéressant pour le film. Et donc du coup il a passé un nouveau casting par la suite et voilà, il a réussi à l'avoir et ça a lancé du coup toute sa carrière. On passe à la suite. Il y a Ish qui passe en premier. On va passer à la question suivante. Question 5. Sur quel modèle de voiture est basée la célèbre Interceptor de Max? Donc Cadillac Eldorado, Volkswagen Coccinelle, Ford Falcon ou Chevrolet Impala? Donc puisez le fan de voiture qui entre en vous, le ou la fan de voiture qui est en vous. Donc, est-ce que c'est une Cadillac, une Volkswagen, une Ford ou une Chevrolet? C'était une Ford Falcon. Bon, après, ça date un peu. Hein. On ne peut plus trop se référer. Et Ish est toujours premier. On va passer à la question suivante. Vrai ou faux? Mad Max est entré dans le Guinness World Records
car il est le film le plus rentable de son époque. Vrai ou faux? Est-ce que Mad Max est le film le plus rentable de son époque? Oui. C'est vrai. En fait, donc j'avais les chiffres. Il est rentré... du coup, ah oui, c'est ça. Il a coûté 380 000 $ et il a rapporté 100 millions de $. C'est pas mal comme ratio. Hein. Et Mel Gibson, sur ce film-là, donc, a touché 15 000 $. Et on a vu juste les chiffres du Mad Max 3, pas le 2, mais le 3, il a touché 1,2 million. C'est une petite... voilà. Il s'est rattrapé quand même. Il s'est rattrapé. Donc voilà, donc on comprend pourquoi ça a été le film le plus rentable de son époque. Alors, Ish et Kofi Addict, toujours en haut. On va voir avec la question suivante. Quelle est la particularité du guitariste dans Mad Max Fury Road? Justement, cette scène incroyable. Et tu as raison, Florian, il mériterait une histoire à lui-même. Il fait du air guitar, il est aveugle, c'est un robot où il ne sait pas jouer. Il est aveugle. Il y en a plusieurs qui voulaient qu'il fasse du air guitar. Il fait peut-être du air guitar en tant qu'acteur, mais... Donc, Ish et Kofi, toujours... Ah, il y a Marie qui apparaît dans le top 3. On va passer à la question suivante. Dans Mad Max, au-delà du Dôme du Tonnerre, quelle chanteuse et actrice interprète Entité? On l'a dit tout à l'heure. Whoopi Goldberg, Janet Jackson, Tina Turner ou Whitney Houston? On l'a dit pendant l'intervention. Alors, qui ça peut être? Whoopi Goldberg, c'est Tina Turner. Et elle a interprété du coup aussi la chanson du film. Ah, il y a Furiosa en 3e. Question suivante. Quelle autre œuvre de science-fiction est sortie la même année que Mad Max Fury Road, donc en 2015? Est-ce que c'est Star Wars, le réveil de la force, Interstellar, Blade Runner 2049 ou Snowpiercer? Alors, quel film est sorti la même année? C'est Star Wars, le réveil de la force. Alors, on va passer à Furiosa en 2e position. Ish toujours en premier. Ou en première, je ne sais pas qui c'est. On passe à la question suivante. Dans Mad Max, au-delà du Dôme du Tonnerre, un véhicule est tracté par des kangourous, des lapins nains, des koalas géants ou des dromadaires? C'était des dromadaires. Là, du coup, il y a les... Ouais, ça change, hein, ça change. On va avoir du suspense jusqu'au bout. Question suivante. De quel film de la saga est tirée cette image? Le premier, le deuxième, le troisième ou le quatrième? Donc Mad Max, Mad Max le défi, Mad Max au-delà du Dôme du Tonnerre ou Mad Max Fury Road? Et c'est du coup Mad Max le défi, où on voit du coup l'enfant sauvage sur la photo qui était juste dans le 2. Donc on a Ish, Furiosa, Hardball. On va passer à la question 12. Hugh Keays-Byrne, qui incarne Immortan Joe dans Mad Max Fury Road, a aussi joué dans Mad Max. Mais quel personnage? Je vous ai mis les photos, c'est peut-être plus simple. Jim Goose, Toe Cutter, le chirurgien, Knight Rider, l'aigle de la route, ou l'officier Roop? Et c'était Toe Cutter. Et donc c'est le même acteur qui a joué donc le méchant du premier film et du 4e opus.
et qui est décédé récemment, je crois. Furiosa passe en premier ou en première et détrône Ish. Quel suspense. Question suivante. On arrive vers la fin. Question 13. À la fin de Mad Max, que donne Max à Johnny? Une tronçonneuse, un briquet, une scie ou rien? Que donne Max à Johnny? Une tronçonneuse, un briquet, une scie ou rien du tout? Et c'était une scie. Et c'était, en fait, c'est pour lui donner le choix de soit se couper lui-même pour se sauver, soit rester accroché et mourir. Et donc ça marque un peu un tournant dans la personnalité de Max et dans sa... Alors, Ish reprend la première passe. On ne lui pique pas comme ça. Question 14, avant-dernière question. Dans Mad Max Fury Road, on ne voit jamais les personnages manger. On en parlait tout à l'heure. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Dans Mad Max Fury Road, on ne voit jamais les personnes manger. Vrai ou faux? Il faut se remettre en replay tout le film. Et c'était vrai. Donc on ne voit pas les personnages manger. On va voir le classement. Ça se dispute sur les deux troisièmes places. Et on va passer à la dernière question. Donc c'est combien d'Oscars a remporté Mad Max Fury Road en 2016? C'est une question libre, mais entre 0 et 10, parce qu'il a été nommé 10 fois. Et donc, avec le curseur, vous pouvez déplacer en fait, et vous placer sur le chiffre qui vous convient le mieux, entre 0 et 10. Donc, combien d'Oscars a remporté Mad Max Fury Road en 2016? Non, c'est pas encore là. Quelle émotion, quel ascenseur émotionnel. C'était 6. C'était du coup 6 Oscars et c'était des Oscars techniques. Alors du coup, on a le podium. Ish, bravo. Donc Furiosa en 3e, Arbul en 2e et Ish en 1er. Bravo à tout le monde. Alors, ce qu'on va faire, c'est que vous viendriez après quand on aura fini. Bon, là, je vais juste conclure 2 minutes et on aura fini. Vous viendrez du coup tous les 3 sur scène et je vous distribuerai du coup tous vos beaux cadeaux. Donc un grand merci encore à nos 2 intervenantes. Pour tous ces échanges super chouettes, donc Alice Karabédian et Floriane Soulas. Merci en tout cas d'avoir joué le jeu des soirées cultes. On peut les applaudir. On s'applaudit. Un grand merci aux organisateurs de Recombinaison, en particulier François Bontemps, qui a beaucoup remercié tout à l'heure, mais qui ne s'est pas remercié lui-même, donc on le remercie. Et je remercie aussi Marie Martin, avec qui on a échangé sur l'organisation de cette soirée. Donc merci beaucoup de nous avoir offert la possibilité, je ne sais plus parler, merci beaucoup d'organiser cette soirée culte. Un grand merci en fait à vous toutes et tous, parce que vous avez super bien joué le jeu. Merci beaucoup pour la partie créa, c'était parfait. On s'applaudit. Et du coup, pour prolonger la soirée, n'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux, à nous suivre sur les comptes Instagram, TikTok et Twitch, et regarder tout ce qu'on fait. Un grand merci à vous et une belle fin de journée. Merci à vous d'avoir joué le jeu, de s'adapter à Recombinaison et d'inventer de nouvelles formes. C'était chouette. Merci Anaïs.